Hey ya, hey ya, hey ya, ho, plus vite. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho, plus vite. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey Barbara ya, Kapler hey est ya, hey professeure ya, de ho. danse de Hey salon. ya, hey ya, Après hey des ya, années ho. de valse Hey ya, anglaise hey et de ya, hey ya, cha-cha-cha, ho. elle Hey a ya, hey développé ya, des hey cours de ya, ho. danse Hey ya, hey expressive ya, pour des hey ya, personnes âgées. ho. Bonjour tout le monde. Oh yeah! À l'EMS des Oh Lauriers à Genève, les yeah! amateurs de Oh musique, de rythme et de oui! danse ne ratent ce Oh rendez-vous pour rien au monde. oui! Oh yeah! Oh yeah! Oh, oh, Je fais ce que je peux, mais avant, je dansais le mambo, hein. J'avais appris avec des Noirs à Londres à danser le mambo. Non, maman, non. Danser, non. Mais chanter, j'ai toujours aimé chanter. Toujours. oh, ouah! Moi, j'aimerais lever la jambe, avancer le bras avec l'idée qu'on attaque. D'accord? Donc, une intention. Même si tu vas jusque-là, tu peux attaquer. Hey! Prêt? Hey! Hey! Il y a des moments où ils doivent travailler la coordination parce qu'il y a la voix et le geste. Ouais. C'est le partage du groupe. Être en rythme, il y a une concentration énorme pour eux. Une fois. Ha! 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 Stop! Fermez les coudes. Allez, on pousse les murs, poussez les murs. Poussez, 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 poussez. Prenez-moi, prenez-moi. Prenez. Prenez. Yes. Yes, on fait du piano. Piano, on fait du piano. Et on pousse l'air. Poussez l'air. D'autre côté, on fait du piano. C'est la vie, la musique. Quand il y a une bonne musique, bonne ou pas bonne, mais bon, la musique dans l'ensemble, Ouvrez votre cœur. tous les mots partent. Ok, avec les jambes. 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 Tenez-vous bien. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Il y a un échange énorme. Quand vous allez vers la personne et puis elle vous regarde et puis elle fait le geste avec vous, il y a un partage énorme. Et le toucher aussi. Hein, si vous faites les danses de salon, vous avez forcément le toucher. Et là, je ne peux pas toujours le faire, mais je vais vers les gens, je les prends, je les touche, mais souvent, ils ne veulent plus me lâcher, quoi. Ils me tiennent. C'est très touchant, quoi. Claire Ruffenart est pianiste et danseuse. Après des études de lettres, elle s'est dirigée vers l'art-thérapie. Elle aime le contact avec l'autre et le partage. Dans ses ateliers d'expression corporelle et de danse-thérapie, elle cherche à accompagner l'être humain. J'ai vu que je pouvais oublier un petit peu les mots, M-O-T-S, et laisser un petit peu mon cerveau se reposer et essayer de laisser mon corps exprimer autre chose que des raideurs, parce que je passe 10 heures sur l'ordinateur à faire des traductions, des trucs comme ça, où je suis tout dans la tête, tout dans les raideurs, et de... Oh.
l'accompagnement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse déjà dans la musique. Comment soutenir, mais à la fois suivre. Comment être un support, mais à la fois un élan pour l'autre. Et le fait qu'on ne discute pas avec des mots, justement, mais qu'on parle entre nous avec notre corps, c'est tellement autre chose que quand j'arrive dehors, je me sens beaucoup plus légère. Pour ses ateliers d'expression corporelle, Claire choisit différentes musiques. Pendant 1 heure, tout tourne autour d'un thème. Ça peut être la lumière, le cœur ou comme ici, la trace et l'empreinte. Et à partir de ce thème, je vais venir explorer comment on peut l'aborder au niveau corporel, d'abord, physiologique, et ensuite la trace et l'empreinte aussi dans le monde de l'imaginaire. Qu'est-ce que ça amène de penser trace, empreinte, vers où ça peut nous mener au niveau poétique. Et forcément, ça va aussi venir peut-être éveiller des choses à l'intérieur de soi. Oui, il peut y avoir des émotions fortes. Il m'est arrivé même d'avoir des larmes qui sortaient avec, je sais pas, une certaine musique, et puis tout à coup des mouvements, et puis que ça me donnait une émotion très forte. Ou alors éclater de rire, ou ouais, c'est imprévisible. Léger, lourd, différentes qualités de présence au niveau de ce poids. Et tu joues avec la pesanteur comme ça. Ok ? Et on y va. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Et si tu te déplaces, tu ouvres. Il a fallu vraiment que j'attende d'être vieille pour oser le faire. Parfois, je peux être dans des états peut-être de tristesse ou de solitude, de lassitude, peut-être voilà, des états qui sont plutôt, entre guillemets, difficiles. Et puis quand je danse, alors je vais les exprimer, je vais danser aussi ces émotions-là, mais ça se transforme en force. Bonjour Solange Muller-Pinget. Vous avez été danseuse, comédienne et puis surtout vous avez introduit la danse-thérapie en Suisse romande, c'était dans les années 90. Alors qu'est-ce qui dans la danse spécifiquement fait du bien? Qu'est-ce qui est thérapeutique finalement? Bon, la danse c'est une discipline extrêmement complète. Elle agit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif et relationnel. Donc forcément que la danse-thérapie agit sur les mêmes plans. Depuis toujours, depuis que le monde est monde, l'homme a toujours dansé. C'est un comportement, on peut dire que la danse, c'est un comportement parfaitement naturel, c'est un comportement physique, parce que la danse, c'est une série de mouvements sur des rythmes variés qui fait qu'on peut ressentir notre corps en mouvement et que tous nos sens sont en éveil. Donc c'est une perception un peu phénoménologique comme ça, et être à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant. Oui, c'est très naturel, vous le dites, c'est intéressant parce qu'on l'entend dans le reportage quelque part. Il faut un peu du courage pour se lâcher et se laisser aller à la danse, mais finalement, c'est quelque chose c'est complètement naturel, c'est un comportement culturel.
La danse, c'est aussi un paralangage qui permet d'exprimer des pensées, des habitudes culturelles, des positions politiques, sociales. C'est un comportement psychologique parce qu'on peut éprouver des sentiments, des émotions, et donc on peut venir à bout de tensions indésirables. Voilà. J'accueille aussi Benoît Lesage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, danseur et formateur en danse-thérapie. Alors j'ai envie de vous demander qu'est-ce que la médecine reconnaît comme bienfait à la danse? Alors, c'est plutôt dans le champ de la psychiatrie qu'on va parler de ça, mais il y a tout un courant qui s'éveille lentement pour reconnaître l'impact, l'intérêt d'aller vers ce genre de pratique. Pratique corporelle d'une part, pratique artistique, et la danse, elle a cette particularité d'être au carrefour des deux. Par rapport à d'autres formes d'art-thérapie, parce que l'art-thérapie comprend la danse, mais pas seulement, on peut aussi travailler à travers la peinture, à travers la musique. Peut-être qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la danse? Le corps, ce qui n'est pas rien, puisque le corps, c'est quand même notre identité, c'est notre façon de construire aussi notre pensée, nos émotions, notre vie psychique, tout ça dans l'interaction. Donc, je crois que c'est quand même ce médium-là qui fait que la danse a une place particulière, pas au-dessus que les autres, mais elle a cette spécificité de travailler sur ce médium qu'est le corps. J'ai un corps, mais je suis aussi un corps. Enfin, il y a cette ambiguïté permanente. Et dans la danse, on est finalement dans un processus permanent de poétisation du corps. On sort de la trivialité du geste utilitaire, pour arriver à un autre niveau, on va dire, qui nous amène à la danse. Vous disiez que c'est dans la psychiatrie désormais qu'on commence à reconnaître effectivement des bienfaits à la danse-thérapie. Ça veut dire qu'il faudrait prescrire de la danse comme antidépresseur, on peut dire ça comme ça? Ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord, Solange Muller-Pinget? Ah oui, parce que moi j'ai une expérience de 30 ans. J'ai pratiqué la danse-thérapie dans divers continents avec des populations très diverses. Des autistes, des gens qui souffraient de psychose en psychiatrie adulte, enfin toutes sortes de populations gravement affectées. Et bien sûr que c'est un antidépresseur extraordinaire, parce que les gens qui sont dépressifs et déprimés, c'est des gens qui sont dissociés de leur corps, qui n'ont plus accès à leurs émotions, à leur vie intérieure. Tout est verrouillé. Et le mouvement, naturellement, déverrouille ça. Parce que regardez, moi, quand je bouge, mais je ressens pas seulement quelque chose de physique, mais des émotions, un sentiment. Donc, la personne qui est déprimée et dépressive va forcément ressentir ça. Et on va la rendre attentive à ce qu'elle ressent. Et elle va pouvoir apprendre à mettre des mots et donc désenquister, se sortir de cette chose qui l'emprisonne, la dépression. Mais au-delà de la dépression, vous êtes d'accord? Au-delà de la dépression, j'ai l'impression que cette déconnexion du corps dont vous parlez, on la ressent tous plus ou moins à des degrés divers. On l'entend aussi dans le reportage. Oui. Je suis toute la journée sur mon ordinateur. C'est vrai qu'on vit assez déconnecté de notre corps dans notre société. Oui, mais elle est plus ou moins grave, la déconnexion. Bien non, mais voilà, c'est ça, la réponse. C'est ça, c'est que... Il y a une déconnexion, il y a aussi un certain formatage et un certain emprisonnement du corps dans des pratiques qui peuvent être parfois même addictives, qui deviennent néfastes pour le corps. Un corps qui peut être régenté, enrégimenté. Et avec la danse, en tout cas, c'était le propos au moins du deuxième reportage, où l'intervenante essaie d'amener la personne à contacter son propre ressenti. Ce que disait Sonia est très juste. Beaucoup de personnes ne savent pas nommer, simplement reconnaître ce qui se passe au niveau de leur corps. Il y a une espèce de cécité, d'aveuglement par rapport au corps. Et déjà arriver à se rendre compte de ce qui se passe dans son corps, et à en rendre compte à travers le mouvement, c'est déjà un gros travail. Mais vous avez l'impression que c'est une pathologie un peu contemporaine, d'être comme ça déconnecté de son corps, où finalement on n'a jamais vraiment su naturellement s'y connecter. Je me demandais, parce qu'on a des métiers de moins en moins physiques, donc est-ce que peut-être ça peut expliquer ça?
Il y a de ça dans le sens où il y a beaucoup de gestes qui disparaissent, puisque finalement on finit par normaliser nos gestes et être tous sur des écrans. Donc il y a un appauvrissement de la gestuelle en général. Moi je crois qu'il y a quand même toujours eu des gens connectés et toujours des gens déconnectés. Je ne pense pas qu'il y ait... c'est pas spécifique à notre époque. Alors c'est peut-être plus voyant actuellement, mais je ne pense pas que ce soit spécifique. Solange Muller-Pinget, on voit dans le reportage, dans la première partie, ces personnes âgées en EMS qui, alors, ne font pas grand-chose finalement. Mais qu'est-ce que ces gestes qu'on les amène à faire leur permet de raviver? Des mémoires, quelles qu'elles soient, des mémoires affectives, sensorielles, affectives. Donc c'est ça qu'on ravive. Donc c'est pas la grandeur du geste qui compte. C'est pas de faire des grands mouvements et des grands déplacements. Ça n'a aucune importance. C'est ces petits gestes qui vont raviver des mémoires et mettre en relation d'autres connexions neuronales. Ça se passe dans le cerveau, Benoît Lesage? Aussi. Mais il ne faut pas oublier que le cerveau, il se construit à partir du corps. Ça, c'est une avancée récente dans les neurosciences. Le cerveau se construit à partir du corps et de ses interactions. Tout ce que le corps rencontre. Des expériences corporelles. Oui, qui sont vraiment des expériences de rencontre. Et ce que je trouve qu'on voit bien pointer dans la première partie du reportage, c'est aussi la remise en lien. Ce sont des gens finalement qui disent, grâce à cette activité, à travers la danse, ils se remettent en lien. Donc c'est aussi une mémoire de ça, de ce qui disparaît quand même un petit peu avec la vieillesse. La mémoire du corps, mais aussi la mémoire de la vie. On entend cette personne dire « Ah, mais moi je dansais le mambo », c'est assez touchant, effectivement. Il y a une forme... d'élévation dans la danse, Solange Muller-Pinget, quelque chose, au-delà du physique. Depuis toujours. On peut nommer ça spirituel. Mais oui, mais ça dépend quelle signification on met au mot de spiritualité. Il y a le mot spiritualité dans le sens philosophique ou dans le sens religion, mais depuis que le monde est monde, on s'est toujours approprié la danse et on a toujours eu une connexion spirituelle, que ce soit l'être humain terrestre avec le monde cosmique, ou bien toutes les danses liturgiques, qu'elles soient chrétiennes ou asiatiques ou indiennes. On peut penser aux derviches tourneurs qui, par exemple, tournent comme ça. Les danses extatiques, ou bien simplement être en lien, quand on danse, on peut être en lien avec sa lumière intérieure, c'est comme une méditation. Donc voilà, on est dans une espèce de quête de sens, on ne sait pas très bien. On est dans un état un peu spécial. Alors, on voit des mouvements dans ce reportage. Il n'y a pas de chorégraphie, on n'est pas dans quelque chose de très formel. Qu'est-ce qui définit la danse, finalement? Est-ce qu'on peut parler de danse dans ces cas-là? Alors bon, énorme débat. Mais prenons un exemple, si vous voulez. Quand je marche pour aller à la poste, pour aller ouvrir la porte, si je ne marche que pour ça, ça restera un mouvement, un geste, une gestuelle. Mais si ma marche vise autre chose, si c'est la conscience du mouvement, si c'est la façon dont mon pied se déroule, si c'est le rythme, si c'est la conscience de l'espace que je traverse, vous voyez, j'arrive à un autre niveau. À ce moment-là, je dirais la trivialité du geste, la finalité immédiate, elle disparaît, elle s'estompe au profit d'autre chose qui apparaît. Et il y avait un très joli poème de Gertrude Stein dont on parlait beaucoup à l'époque. C'était « Une rose est une rose ». Enfin, je vous le fais en français, pas en anglais. « Une rose est une rose est une rose est une... » etc. Et il y a un moment, la rose, on s'en fiche. Ce qui reste, c'est cette matière sonore qui commence à dire autre chose en filigrane. Je crois que pour le geste, c'est pareil. Quand s'estompe cette première couche de sens, on arrive à une autre perception, un autre rapport au corps, à la chose, à l'espace. Et je crois que la danse peut apparaître à ce moment-là. Oui. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a tout le mouvement minimaliste des années 60, américain. Parmi les chorégraphes. Parmi les chorégraphes. Jusque-là, on racontait des histoires. La danse classique racontait des histoires héroïques, romantiques. Après, il y a eu la danse moderne qui s'est rebellée contre ce style de danse, mais on a continué à raconter des histoires. Et dans les années 60, les Américains ont dit on en a marre, en fait, on veut valoriser le geste quotidien, c'est-à-dire la marche, monter, descendre, courir, tomber, ne rien faire. Enfin, vous voyez, on a fait de la danse et on a montré le mouvement pour le mouvement
pur. Voilà. Et ça a été une grande révolution dans la danse. Est-ce que dans le milieu artistique de la danse, justement, aujourd'hui, la danse-thérapie est bien acceptée? Où on se dit, bon, attendez, là, on ne fait pas de l'art, là, quand même. Donc, c'est perçu comment? Excusez-moi, j'ai pas écouté le début de la question. Dans le milieu artistique ou soignant? Dans le milieu artistique, parmi les danseurs qui font de la danse comme art, est-ce que la danse-thérapie est bien acceptée, finalement? On se dit que c'est un peu utilitaire justement, pardon. Écoute, je réponds. Allez-y, je pose la question à M. Lesage. Bien sûr, j'ai entendu, moi, les deux. Il y a des artistes qui s'offusquent, qui disent, mais c'est pas de l'art, on peut pas, c'est pas possible. Et d'autres qui comprennent la démarche. Bien sûr, quand on fait de la danse-thérapie, on fait pas de l'art. On chorégraphie pas quelque chose, on demande pas aux patients d'aller se produire sur une scène avec une forme très codifiée, pour raconter quelque chose. Mais on utilise le médium de la danse pour aider le patient à mettre des mots sur ce qu'il ressent, parce qu'on n'a pas toujours des mots pour exprimer ce qu'on ressent. Et donc, ce médium-là aide la personne à mettre des mots. Voilà. Mais on ne fait pas de l'art, on est dans la thérapie. On ne fait pas de l'art, le sage. En tout cas, il y a une production. Cette production, elle peut avoir une dimension esthétique. Donc, elle peut avoir aussi une dimension artistique. Ça ne me paraît pas obligatoire, ça ne me paraît pas systématique. Alors, quant à savoir ce qu'en pensent les artistes, il y a de tout. Comme chez les soignants, il y a ceux aussi qui pensent que ça n'a rien à faire. Mais ça, c'est tout à fait humain. Et heureusement qu'il y a un débat comme ça. Alors moi, il me semble que quand je suis avec des patients... je ne me pose pas trop cette question-là, mais par moment surgit ce qu'on pourrait qualifier de moment esthétique, que tu dois connaître aussi. C'est-à-dire, tout à coup, il y a quelque chose, on se dit, ah là, on sent que l'atmosphère change de qualité et il se passe quelque chose de transcendant, oui, de la transcendance, sans jeu de mots. Et je pense que là, on peut dire qu'on accède à quelque chose d'artistique. Après, oui, on peut faire des grands débats, mais je ne pense pas que ça nous avance à grand-chose. Et dans le milieu de la thérapie, alors, puisque là aussi, visiblement, ce n'est pas unanimement accepté, quel est le statut de la danse-thérapie aujourd'hui? Dans le milieu médical, vous avez travaillé au HUG, notamment aux hôpitaux universitaires de Genève, Madame Muller-Pinget. Oui, que vous dire? C'est-à-dire que il y a 30 ans, la danse-thérapie, personne ne connaissait. Maintenant, il y a de plus en plus de praticiens en danse-thérapie. Moi, je ne connais pas les statistiques, mais je sais qu'il y a très peu de fonds publics qui payent ces thérapeutes. Parce qu'il n'y a pas assez d'études qui prouvent leur efficacité? Qu'est-ce qui manque? En tout cas, il n'y a pas assez d'études. Moi, j'ai fait 15 ans de clinique et de recherche dans le service d'éducation thérapeutique pour maladies chroniques avec le professeur Alain Gaulet, où on apprenait aux patients à gérer sa maladie chronique. Donc moi, j'ai travaillé longtemps avec des personnes qui souffraient d'obésité, obésité morbide, donc de maladies dérivées de l'obésité grave. Et notre objectif, c'était, en éducation thérapeutique, c'était d'apprendre aux patients à créer des ressources pour qu'ils puissent prendre soin de son corps, d'améliorer l'estime d'eux-mêmes, parce que quand on a une maladie chronique, on a souvent une estime de soi très abaissée, une qualité de vie très abaissée, des représentations mentales extrêmement négatives. Alors, en faisant ça pendant 15 ans, avec des études systématiques, quantitatives et qualitatives, on a vraiment pu démontrer par A plus B que la danse-thérapie améliorait l'estime de soi, l'estime corporelle, la qualité de vie, les représentations mentales, etc., etc. D'autres universités se sont intéressées à nos travaux et ont publié des articles. Nous, on a publié, bien sûr, tout ça dans des revues scientifiques. On a aussi participé à des congrès internationaux, mais je dis mais, ça n'est pas assez. Parce que, voilà. En France également, Benoît Lesage? Beaucoup moins. En Suisse, vous avez déjà un diplôme fédéral. En France, ce n'est pas à l'ordre du jour. Un diplôme d'art-thérapie. Oui, un diplôme d'art-thérapie. En France, le métier n'existe pas. La pratique existe, elle s'installe, elle est reconnue, on en parle dans les colloques, mais les publications restent très rares. Donc, on est loin derrière vous, de ce côté-là. Mais vous formez des personnes en danse-thérapie. Ça veut dire que dans le privé, peut-être, alors c'est là, par là qu'il faut passer?
pas que dans le privé, il y a aussi des diplômes d'université en danse-thérapie qui commencent à fleurir, mais enfin, ça n'a pas plus de reconnaissance qu'un diplôme privé. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se baptiser danse-thérapeute, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément une très bonne chose, parce que comme ce n'est pas très réglementé, finalement, tout le monde peut se déclarer danse-thérapeute. Donc, on est dans un moment un petit peu charnière où ça foisonne, ce qui est bien, mais il y a aussi voilà, il y a un certain tri à faire. Hein. Et je crois qu'il y a une confusion souvent entre thérapie et développement personnel. D'accord. Voilà. Et là, donc, vous avez l'impression qu'on prend cela pour du développement personnel, ou ça peut être pris pour ça également? La danse peut être un développement personnel, c'est évident, mais danse-thérapie, ça veut dire thérapeute, ça veut dire dispositif thérapeutique, ça veut dire transfert. Voilà, il y a un certain nombre de choses au niveau du cadre qui doivent être là, et je pense qu'il faut garder au mot leur sens. Alors, faire du développement personnel ou une danse-thérapie, je dirais, de soutien avec ce qu'on va qualifier de normopathes, et des gens de la vie de tous les jours en malaise, pas de problème. Mais quand on est avec des psychotiques en crise, des anorexiques, des autistes, là, la chanson est différente. Et là, il faut un cadre beaucoup plus structuré. Oui, c'est vrai que, d'ailleurs, on a vu des cas plutôt alors de danse, d'accompagnement dans le reportage. Voilà. Et là, c'est ce qui peut faire du bien à tout un chacun. Oui. Dans le cas de pathologie, peut-être, alors pour conclure, quelles sont les maladies pour lesquelles vous avez pu constater, citez-en 2, 3, où c'est particulièrement efficace? Alors moi, j'ai travaillé en pédopsychiatrie quelques années. C'était beaucoup des psychotiques, des autistes. On était sur un travail de remise en lien, de permettre de remettre en jeu une certaine communication, une certaine expressivité. J'ai des collègues qui ont beaucoup travaillé avec des anorexiques, leur faire retrouver justement un rapport au corps qui est complètement perverti dans cette épouvantable pathologie. Et là, la danse redonne un vrai sens du corps. Pour citer comme ça trois qui me viennent, il y en a sûrement d'autres. Et ça rejoint effectivement les pathologies de l'obésité liées dans le rapport au corps. Tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous les deux de nous avoir permis de découvrir la danse-thérapie. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.